Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. En Afrique, la compétition croissante sur la terre et les ressources engendrent des conflits, bien évidemment. La pression foncière ne suffit pas à les expliquer. L'enjeu concerne le fonctionnement des lieux et décisions d'arbitrage. Alors, la problématique foncière en Afrique, est-ce une bombe à retardement et surtout, quelle politique foncière pour un développement humain durable? C'est la question de la semaine que nous abordons avec deux invités. D'abord, Audace Kouimana. Audace, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coordonnateur régional de ILC, Afrique International Land Coalition. Vous êtes basé à Nairobi, au Kenya. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? De quoi s'agit-il, ILC? ILC, c'est une coalition internationale sur le foncier. C'est une coalition des organisations qui travaillent sur le foncier partout dans le monde. On a actuellement 250 membres. En Afrique, les organisations africaines travaillent sur le foncier qui ont adhéré à la coalition sont actuellement au nombre de 77. La coalition s'est fixée comme objectif de travailler pour une gouvernance foncière basée sur la personne, centrée sur la personne. Ça veut dire tout ce qu'on fait, c'est pour promouvoir partout dans les pays une gouvernance foncière qui est vraiment centrée sur la personne. La personne doit être au centre de toutes les politiques foncières, de toutes les lois foncières. On travaille à travers les membres dans les pays, comme au Togo ici, on a des membres, il y a DH et WILDAF, mais on travaille aussi à travers les partenaires. Et surtout, on encourage la formation des plateformes multi-acteurs au niveau pays. Et à travers ces plateformes, on travaille avec le gouvernement, avec les acteurs pour s'assurer que le foncier, la gestion du foncier dans le pays est vraiment dans l'intérêt de la personne. Nous aurons le temps de creuser davantage ce que vous faites, le temps de présenter notre deuxième invité, Frédéric Djinadja. Monsieur Djinadja, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de l'ADHD, Autopromotion rurale pour un développement humain durable. Oui, c'est une ONG qui est basée dans la préfecture d'Amou, à Hiatro, quelques kilomètres d'Atakpamé. Une ONG qui a pour vocation d'œuvrer pour le bien-être des populations à la base à travers des actions sur le foncier. Et cette ONG est membre de ILC depuis 2011 à l'Assemblée de Tirana. Et depuis ce temps, nous avons eu à mettre en place la plateforme multi-acteurs dont Audace a parlé tout de suite, en 2012. Et depuis 2013, nous avons commencé à mettre en place, à implémenter la stratégie nationale d'engagement des différents acteurs impliqués dans le foncier au Togo. Alors, avant donc d'aborder notre sujet même, Audace Kouimana, vous parliez tantôt des pays qui font partie de votre alliance sur le plan mondial. C'est-à-dire que les problèmes fonciers existent dans tous les pays du monde, parce qu'on a tendance à croire parfois que c'est une spécificité africaine. Ailleurs, est-ce que le foncier pose problème aussi? Merci beaucoup. Le foncier pose problème partout, même dans les pays développés. Mais bien sûr, les problèmes varient de pays à pays, aussi de région à région. Et les problèmes fonciers en Afrique diffèrent des problèmes fonciers que vous allez trouver en Amérique latine ou en Asie. Mais en général, les problèmes fonciers sont beaucoup plus prononcés dans les pays en voie de développement parce que les problèmes fonciers vont de pair avec les problèmes de gouvernance en général. Donc, notre présence, par exemple, actuellement, nous sommes en train de travailler aussi, de commencer des programmes en Europe et par exemple, notre forum foncier mondial prochain va se tenir en Europe.
Et les gens, il y a beaucoup de choses qu'on peut traiter là-bas. Il y a beaucoup de. C'est pas comme en Afrique ou en Amérique latine, mais il y a encore des problèmes qui ne sont pas réglés partout dans le foncier. En préparant cette émission, la première observation que j'ai eu à faire, c'est que il me semble que les problèmes fonciers en Afrique sont minorés. Est-ce qu'on se rend compte de l'ampleur de la problématique foncière en Afrique? Est-ce que les problèmes ne sont pas sous-entendus, M. Djinadja? Bien, peut-être au départ, il y a des années, on peut dire que ces problèmes fonciers ont été minorés. Mais depuis 2009, où les chefs d'État se sont retrouvés en Libye autour de Kadhafi pour adopter les cadres et lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique, je crois que ça a été un moment fort où tout le monde s'est rendu compte que le foncier est devenu un enjeu parce qu'il y a une ruée vers les terres africaines. Et c'est là que les chefs d'État ont adopté, disons, ce document-là qui cadre un peu le foncier en Afrique de telle façon que les politiques africaines sur le foncier qui seront élaborées aillent plus vers un développement que vers des conflits. Mais de façon générale, on parle de conflits fonciers. Mais si nous prenons le cas de l'Afrique, par exemple, quelles sont les difficultés liées à la gestion de la terre que vous avez relevées? Quels problèmes ça pose exactement? Bien, depuis toujours en Afrique, on peut dire que la terre a toujours été considérée comme une ressource sacrée. Il n'y avait pas à vendre la terre, ce n'était pas considéré comme une richesse, ainsi de suite. Mais dès lors que les gens se sont rendus compte que le foncier, ça peut générer de la richesse, c'est ça qui a déclenché les conflits. Mais en Afrique, nous disons que ces conflits fonciers sont un peu comme un héritage de la colonisation. Pourquoi? Parce que les colons se sont arrêtés pour diviser la terre et délimiter les pays sur le papier, sans tenir compte des réalités. Voilà, sans tenir compte des réalités du terrain. Et alors, vous voyez une ethnie qui se divise en deux, l'autre partie est dans tel pays, l'autre dans tel pays, alors que les réalités ne sont plus les mêmes. Ils avaient, avant cette division, leur manière de gérer la terre. Et avec les colons qui ont introduit d'autres manières, par exemple au Togo, les Allemands sont venus, ils ont leur manière de gérer le foncier. Après eux, les Français sont arrivés, ils ont imposé l'immatriculation, ainsi de suite. Les gens ne sont pas habitués, c'est ça qui fait que ces changements de régime foncier entraînent automatiquement des conflits. Même après les indépendances, les régimes fonciers sont très variés d'un pays à l'autre, non, Oui. Et les régimes fonciers sont variés d'un pays à l'autre. Et des fois, en réaction au contexte interne, parce que les contextes internes des pays sont tellement différents. J'ai parlé aux collègues que quand j'ai quitté mon pays pour aller travailler pour l'ILC, Je rappelle que vous êtes rwandais. Hein, oui, rwandais. J'ai quitté mon pays rwandais pour aller travailler pour l'ILC en Nairobi. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup des aspects fonciers qui sont dans d'autres pays qu'on ne peut pas trouver chez moi, parce que ça aussi dépend de l'espace disponible dans le pays, ça dépend aussi de l'histoire du pays. Quand vous parlez des systèmes, par exemple, de gestion communautaire, chez nous, on ne peut pas trouver ça. Et ça c'est lié à l'histoire, c'est lié au passé. Quand vous parlez, à IRC, nous parlons beaucoup des aires de pâturage. Ça, là, nous n'en avons pas. Les rangeries, on appelle ça en anglais rangelands. Ça, là, on ne peut pas trouver ça dans un pays où les ressources foncières sont très limitées. Oui. Donc, c'est vraiment différent des pays à pays. C'est surtout, c'est surtout dû au contexte et surtout aussi à l'histoire du pays. Cédric Djinadja, comment se fait-il que depuis les indépendances, nos pays ne sont pas arrivés à asseoir une politique
foncière qui puisse inspirer la stabilité, le développement humain durable. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, ça semble être, comme je ne veux pas dire délaissé, mais bon, le problème n'est pas réglé. Oui. Et après les indépendances, chaque pays avait la souveraineté de choisir son régime foncier. Chacun en a choisi un. Oui. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a échappé au conflit foncier. C'est pour dire que il est très difficile en Afrique de se déconnecter de la tradition. Nous avions, avant l'arrivée des colons, notre manière de gérer de façon traditionnelle la terre. Et cette manière de gérer de façon traditionnelle tournait beaucoup plus à une gestion à l'amiable. Si bien que, de façon traditionnelle, on arrivait à conserver cette cohésion sociale. Après le départ des colons, maintenant les pays africains se sont trouvés face à une situation. Faut-il conserver exactement ce que le colon a fait ou bien a proposé? Faut-il retourner à la gestion traditionnelle? Certains ont opté pour la gestion moderne. Nous, au Togo, nous avons opté pour la gestion ou bien la cohabitation des deux manières de gérer. Mais qu'on opte pour la gestion moderne, qu'on opte pour la gestion coutumière ou qu'on opte pour la gestion mixte des deux, aucun pays n'a réussi à échapper au conflit foncier. Mais est-ce que la gestion coutumière n'entre pas en conflit avec la méthodologie moderne de gérer le foncier? Si je reviens toujours au cas togolais, la gestion moderne, c'est l'épreuve de la propriété foncière. Alors que la gestion coutumière est orale. C'est ça le grand conflit entre le régime foncier coutumier et le régime foncier moderne. Heureusement qu'on est en train, avec notre nouveau code foncier, de trouver un palliatif pour concilier les deux, afin que si au niveau régime coutumier, on reconnaît que ça c'est la propriété de quelqu'un, on va avec notre nouveau code l'amener progressivement à rentrer dans la jouissance de cette propriété en régularisant, disons, la situation. Voilà. Audace Koubimana, comment l'appelle-t-on? Vous avez certainement étudié les différents régimes fonciers. Je vous pose une question. Et je pense que ça commence aussi d'abord avec comment la politique ou la loi foncière a été développée, parce que normalement, nous, on recommande que les lois et les politiques sont développées en concertation avec la population. Et si c'est fait comme ça, alors on est sûr que aussi la même population ne va pas avoir des problèmes à appliquer la loi. Maintenant, et c'est pour cela qu'on travaille avec nos membres dans les pays à travers les plateformes multi-acteurs, comme la plateforme qu'on a ici, qui est hébergée par IDH, pour s'assurer que, non seulement on n'attend pas que la loi soit en place, mais pour s'assurer que lors de l'élaboration de la loi et de la politique, la population est impliquée, est consultée, que la population et que la loi à la fin va répondre aux besoins de cette même population. Mais même quand on a fait ça, comme on a fait, on a accompagné le processus ici au Togo, mais ça suffit pas. Il faut aussi que la loi, quand elle est promulguée, il faut qu'il y ait des programmes pour son application. Et il faut que aussi les acteurs publics, société civile, investissent dans son application. C'est pas aux paysans. Le paysan ne va pas chercher la loi. Si on ne fait pas d'efforts pour que le paysan soit au courant de la loi, il ne va pas même connaître ses droits. Donc, il est très important qu'après que les lois et les politiques sont établies, qu'il y ait des programmes pour les appliquer. C'est ça que j'étais en fait en train de discuter avec Frédéric. Il y a un programme qui va appuyer l'application de la nouvelle loi. Et il m'a dit qu'il y a des bonnes nouvelles.
Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir qui accompagnent ce nouveau code foncier. Mais ce que je voudrais savoir, Frédéric Djinandja, avant ce nouveau code foncier, les conflits fonciers existaient. Il y avait beaucoup de conflits fonciers. Mais comment gérer, d'accord, ce passif-là? Est-ce qu'il peut être géré avec le nouveau code foncier ou il faut un mécanisme pour, comment on va dire, mettre le compteur à zéro et je crois que les dispositions sont prises dans ce nouveau code en donnant un délai moratoire de 5 ans. Donc, on va continuer par gérer certains problèmes qui existaient avant l'arrivée du nouveau code selon l'ancien système jusqu'à 5 ans, le temps d'évacuer tous ces dossiers et les problèmes qui vont naître maintenant après l'adoption et la promulgation du code là seront traités selon la nouvelle loi. Donc c'est les dispositions qui ont été prises au niveau de ce code foncier. Donc c'est vrai, l'essentiel c'est d'apporter ce code là vers les populations à la base pour que ces populations se l'approprient. Et c'est l'appropriation qui va rendre facile la mise en application de la loi. Pour revenir donc à la gestion de ces conflits fonciers, il se dit qu'au niveau de la justice, près de 75-80% des problèmes traités sont des problèmes fonciers. Est-ce qu'on va continuer comme ça? On va confier la gestion des litiges liés à la terre, à la justice, ou faut-il réfléchir à un autre mécanisme pour pouvoir apurer ces différents problèmes? Est-ce que vous avez réfléchi à la question? Oui, même au niveau de cette nouvelle loi, les dispositions sont prises. Parce que quand on se projette sur le terrain, la justice règle selon la loi moderne. D'abord, c'est coûteux. Ensuite, ça prend du temps. Voilà pourquoi les choses s'entassent, les affaires s'entassent. Et je me rends compte, je crois que le président de la Cour suprême, entre-temps, a parlé qu'ils sont en train de prendre les dispositions pour évacuer, je crois, les anciens dossiers. Les anciens dossiers. Ensuite, cette nouvelle loi fait la promotion du règlement des conflits, surtout en milieu rural, à l'amiable. Donc, vous voyez, c'est ça la conciliation entre le droit moderne et le droit coutumier. On règle ça en famille d'abord, on s'entend, on fait un PV. C'est ça qui a manqué dans l'ancien temps. On fait ce PV et on se transporte maintenant vers le juge. Et quand le juge va homologuer le PV, c'est rentré dans les normes selon le droit moderne. Donc, voilà. On va utiliser le régime coutumier. Et ce régime coutumier va être validé par le régime moderne. Donc, à partir de ce moment-là, donc ça veut dire que les conflits fonciers vont diminuer au fil du temps, non? En principe, ça va diminuer au fil du temps parce que la même loi demande que toutes les terres, comme il a dit chez eux en Rwanda, que toutes les terres ici également soient immatriculées, qu'on sache que telle portion de terre appartient à tel individu. Une fois que on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on a fait taire tous les conflits pour arriver à l'immatriculation. Voilà des processus pour pouvoir diminuer les conflits fonciers au niveau du pays. Oui, Odas Koumimana, parlez-nous de votre donc expérience rwandaise. Comment en êtes-vous arrivé à ce régime moderne finalement, on va dire, qui, d'une manière ou d'une autre, qui a fait taire la plupart des conflits fonciers chez vous? Merci. En fait, c'est le foncier au Rwanda a aussi une longue histoire qui est aussi très prochainement liée à l'histoire du pays. Avant la colonisation, la terre appartenait principalement au roi. Après la colonisation, durant la colonisation, les corons ont introduit quelques rois et ils ont modernisé quelques parcelles. Mais après la colonisation, 62 jusqu'à, disons, au génocide qu'on a eu malheureusement, c'était le système coutumier qui dominait à 90%.
une parenthèse, il s'est dit aussi que les mobiles du génocide étaient liés un peu aussi au conflit foncier. Est-ce que c'est vrai? Ça, je pense il nous a été dit que la minorité avait pratiquement accaparé toutes les terres et que... Non. c'est pas vrai. Le génocide contre les Tutsis, c'est le résultat d'une mauvaise politique, tout simplement, d'une mauvaise gouvernance du pays. De façon générale. Ce ne sont pas les Tutsis qui avaient les terres, je connais les Tutsis qui n'avaient pas de terres. Il paraît que les riches avaient acheté toutes les terres. Ce ne sont pas les Tutsis qui étaient riches. Ça a peut-être dans le temps avant la colonisation, mais au moment du génocide, ce n'est pas les Tutsis qui étaient riches. C'était la richesse était disons, partagée. C'était peut-être même l'autre parti qui avait beaucoup plus de riches parce que ce sont eux qui avaient le pouvoir. Mais je pense la question, les réseaux du génocide sont pour moi tout simplement une mauvaise gouvernance politique par les politiciens qui étaient en place. Le foncier, quand les gens tuaient les autres, ils étaient aussi encouragés d'une part par le fait qu'ils pensaient qu'ils allaient posséder leurs biens, inclus le foncier. Mais c'est pas parce que les gens n'avaient pas de terres qu'ils ont tué les autres qui avaient plus de terres, parce que j'avais 13 ans et je connais comment les gens étaient disons, quand vous tuez votre voisin, que vous avez même plus de parcelles que lui, ça ne fait pas justifier, ça tombe pas dans la logique là. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que après le génocide, quand le régime actuel a repris le pays, on avait beaucoup plus de problèmes qu'avant dans le foncier. On imagine parce qu'il y a eu beaucoup de morts, près d'un million. Ça veut dire qu'il y a des terres dont on ne peut plus retrouver les propriétaires. Écoutez, il y avait des morts, c'est sûr, mais il y a eu aussi des milliers de gens qui sont venus de l'extérieur, qui avaient été chassés dans le pays les années 60. Et qui avaient laissé leur terre avant et qu'on ne pouvait pas trouver leur terre parce qu'ils avaient été donnés aux autres. Il y avait aussi des gens qui ont fui le pays pendant le génocide, plus de peut-être 2 millions qui avaient fui le pays et qui, quand ils ont fui le pays, quand ils sont revenus 2 ans, 3 ans après, leur terre était prise par les gens qui étaient venus. Donc c'était très difficile pour le gouvernement, je m'imagine, de gérer cette situation. Mais le gouvernement a fait 3 choses. Le gouvernement a d'abord les réfugiés de 60. Ils ont dit partager les terres avec les gens qui avaient occupé leurs terres. Ils ont partagé. Ça, c'était une façon, mais qui ne pouvait pas résoudre tous les problèmes. Selon quelle modalité C'était à l'amiable. Non, c'était une loi qui était aussi appliquée par les autorités publiques. Mais ça, c'était seulement pour une petite partie du problème. Et ils ont aussi fait ce qu'on appelait la distribution. Il y avait des terres qui n'avaient pas de propriétaires, comme on a dit, et ils ont été aussi redistribués. Mais ça aussi ne pouvait pas résoudre le problème. Et le problème a été aussi grave qu'on a dit aussi utiliser, on a une parc national qui s'appelle la Kagera, on a dit utiliser plus de 50% de la parc nationale pour résoudre ce problème. Donc et là, c'était dans une période post-conflit, il y avait beaucoup d'autres problèmes à gérer, qui sont plus sérieux que le conflit. On était encore en guerre un peu partout. La réforme foncière, proprement dit, a commencé en 2004. Quand on a fini la transition, qu'on a élu le président après la transition, Kagame. Il a été élu pour son premier mandat en 2003. Et 2004, on a commencé une réforme foncière qui est vraiment très profonde, qui a changé beaucoup de choses.
Je me rappelle qu'avant, on attendait que ton père te donne une parcelle, mais nous ne pouvions pas même... il y avait rien qui montrait que la parcelle appartenait à ton père. Donc la réforme, disons, consistait surtout à mettre en place une administration très forte, une administration foncière très forte. Parce que pour le Rwanda, une administration appropriée du foncier, c'est la clé de la sécurisation foncière. Qu'est-ce que vous appelez une administration foncière forte? J'ai visité beaucoup de pays et il y a des pays où on n'a même pas un centre foncier, une institution qui gère le foncier. Une administration forte, c'est que on a établi ce qu'on appelle le centre foncier. C'est ce centre-là qui a été chargé de mener toutes les activités de la réforme. Toutes les activités de la réforme. La politique foncière en 2004 a été suivie par une loi foncière en 2005. Alors, après ça, ce centre a été mandaté de développer un programme. Un programme qui consistait non seulement à enregistrer toutes les terres, mais aussi à s'assurer que jusqu'au plus bas niveau de l'administration, il y a des chargés fonciers qui vont résoudre les problèmes fonciers de la population. Ils ont enregistré toutes les terres. Je me rappelle, j'étais à l'université, mais je voyais déjà partout enregistré. Et à ce moment-là, toute parcelle sur l'étendue du pays est enregistrée et il a un document. Je ne dirais pas que l'enregistrement des terres en tant que tel est une forme foncière, parce que nous disons ailleurs que l'enregistrement des terres, ce n'est pas ça la réforme. La réforme, c'est ce qu'on a en fait. Mais vous avez réussi à faire cette étape rapidement, parce que le Rwanda, c'est un petit pays aussi, non? Non, je ne veux pas. Est-ce qu'on peut se permettre ce luxe? Je ne veux pas dire. En RDC, par exemple. Non. Je pense que c'est petit, mais ce n'est pas ça le problème. Parce que c'était petit même avant, mais on n'avait pas fait ça. C'est plutôt la gouvernance. Ouais. Tu vois? On peut même gérer un secteur qui échoue. Un secteur de 300 familles et qui échoue, alors que quelqu'un qui gère des millions réussissent. Donc, je pense que, comme je dis tout au début, la gestion du foncier va de pair avec la gestion du pays. Ouais. Si le pays est mal géré, ne t'attends pas à ce que le foncier soit bien géré. Je retiens de ce qu'il a dit deux choses. Une administration foncière forte et puis le processus d'enregistrement du foncier. D'accord. Est-ce que dans votre pays, les terres sont enregistrées, informatisées? Est-ce que chaque terre est identifiée aujourd'hui? Au début, non. Mais je sais que le cadastre a fait des efforts et tous les titres fonciers ont été scannés, numérisés. Tous les titres fonciers qui existent. Mais il faut reconnaître que je ne sais pas si ces titres fonciers qui ont été attribués, si ça peut faire 10% des terres qui existent au Togo, dans la mesure où, d'abord en ville, tout le monde n'a pas eu droit à ces titres fonciers. Et n'en parlons même pas en milieu rural. Donc, alors le reste, comment le reste est géré? Le reste est géré. Les gens se disent propriétaires de ces terres, mais en réalité, rien ne prouve qu'ils sont propriétaires, puisqu'ils n'ont pas le titre foncier. La loi de 1906 dit que c'est celui qui brandit son titre foncier qui est le vrai propriétaire. Donc, en réalité, c'est en milieu rural. Ces soi-disant propriétaires ne sont pas pour le moment propriétaires. Donc, comme la loi actuelle qui a été promulguée tout dernièrement demande à ce que toutes les terres du pays soient immatriculées, les vrais propriétaires qui sont reconnus de façon coutumière vont rentrer dans leur processus pour avoir leur titre foncier. Et au cas où ils n'ont pas l'argent pour avoir ces titres, l'État va immatriculer ces terres en leur nom et va garder les titres. Normalement. Le jour, ça permet d'abord au cadastre d'être fort, comme il a dit.
un centre vraiment foncier digne de ce nom. Donc, alors, pour résoudre ce problème, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant que l'État procède à l'établissement des titres fonciers de toutes les terres et les garde et puis les remet à qui de droit? Bon, c'est une possibilité. Mais compte tenu des expériences antécédentes, est-ce que les propriétaires en milieu rural vont être disponibles pour cet État de faire les choses? Et puis les titres fonciers peuvent disparaître Est-ce que aussi. bon, ça peut disparaître. Là, ça veut dire que le service n'est pas fort. Si ça ne disparaît pas, est-ce que en milieu rural, les gens vont accepter à cœur ouvert de se laisser, disons, traîner par ce jeu, dans la mesure où les gens vont se dire, est-ce que ce n'est pas un moyen que l'État a inventé pour nous exproprier à nouveau? C'est ça. Alors, et l'administration la question que je me pose. forte dans votre pays, est-ce que l'administration foncière est forte? Pour le moment, je crois que notre administration foncière n'est pas très forte. Dans la mesure où j'ai dit tout de suite, Ouais. c'est juste, je crois, en fin d'année 2018, qu'ils ont fini de scanner. Quelles sont les ressources dont dispose notre administration foncière? En ressources humaines, je crois qu'ils ne sont pas forts. En ressources matérielles, je ne pense pas. Et dans la mesure où, si on veut avoir vraiment une administration forte, il faut un système d'information foncière qui réponde vraiment aux normes internationales. C'est quoi un système d'information? C'est-à-dire qu'il faut gérer le foncier de telle manière que quand un individu A veut acquérir une terre et qu'il se pointe devant l'administration foncière, que l'administration foncière soit en mesure de lui dire la terre que tu veux acheter là appartient à telle personne. Cette personne a déjà vendu 300 hectares. Exemple. Toi, tu vas pour dire que tu veux acheter 200 hectares. Le monsieur n'a que 400 hectares. Parce que c'est déjà enregistré. Alors on dit non, s'il arrive à te vendre 200 encore, c'est que les 100 là viennent d'ailleurs. Pour moi, c'est ça l'administration forte. Quand on se pointe devant l'administration, on doit avoir toutes les informations nécessaires pour voir est-ce que ça là, cette terre-là, est-ce que c'est libre? Oui, mais... Ça éviterait peut-être les doubles ventes aussi. Exactement, mais ça une réflexion me vient à l'instant même. Est-ce qu'il n'est pas possible, avant d'acheter les terres, qu'on obtienne un permis auprès de l'État? Justement, un permis délivré après les revendications dont vous faites allusion. En réalité, la loi dit que si on veut acheter la terre là, le propriétaire doit te montrer le titre foncier. Mais puisque tout le monde n'a pas le titre foncier. Voilà. C'est Donc, ça le problème. les acheteurs là, C'est ça le problème. En ils fait, vont acheter à leur risque et péril. le fait qu'on n'a pas de titre. Donc ça veut dire qu'à priori, si un terrain ne dispose pas de titre foncier, on ne doit pas l'acheter, On non? ne doit pas l'acheter, en réalité. Ah, C'est ce que la loi disait, oui. normalement. Ah. Mais on ne respecte pas cette loi. Ou bien, soit peut-être le propriétaire ignore cette loi. Oui. En fin de compte, on peut en déduire que les problèmes fonciers sont liés au fait que les populations ne connaissent pas les lois et ne veulent pas les appliquer non plus, non? Bon, est-ce qu'ils ne veulent pas les appliquer? Ils n'ont pas les moyens de les appliquer, selon moi. Est-ce qu'on peut avoir les moyens d'acheter un terrain et ne pas avoir les moyens de l'immatriculer? Bon, je crois que si vraiment l'administration est forte, immatriculer les terres, c'est rien. Exactement. Parce que c'est une forme de sécurisation foncière. Il vaut mieux, si tu l'as, de passer par cette procédure pour dire que réellement, j'ai mon titre foncier, donc je peux être fier parce que cette terre-là m'appartient. Et une terre immatriculée a plus de valeur qu'une terre non immatriculée. Voilà. En termes marché. Bon, ça c'est aussi très important quand on parle de système de gestion foncière. Il faut aussi voir quel est le système qui va ajouter de la valeur à la terre.
Avec l'immatriculation, un titre foncier, ça peut multiplier la valeur du terrain par 2 ou par 3. Ça peut même multiplier beaucoup plus que ça parce que, en fait, sans papier, la terre a une valeur, je dirais, minimale parce que ça ne peut que servir à la personne qui la possède, mais ça ne peut pas être, par exemple, utilisé comme une garantie à la banque. Donc, j'ai vu beaucoup de désavantages avec l'enregistrement des terres et l'octroi des papiers, parce que les gens peuvent avoir des plans, peuvent faire des business, tu sais, hier, ma mère me disait qu'il était en train de chercher une des certificats d'une des pièces qu'il ne se rappelait pas où ça se trouve. Parce qu'il voulait l'utiliser. Sinon, sans son papier, qu'est-ce qu'il peut paraître dans cette terre? Et après, elle s'est rendue compte qu'elle a donné son papier à un de nos frères pour aller l'utiliser à la banque. Tu vois, ça c'est le résultat concret de la réforme qu'on a eu au Rwanda. Sinon c'est difficile. La terre sert seulement à l'agriculture et c'est tout. Et ça c'est vraiment dans l'époque. Et donc, résoudre les conflits fonciers aussi, ça doit passer par une vulgarisation de la procédure de chaque pays pour acquérir les terres. Ce travail doit être fait, notamment par la société civile, par les pouvoirs publics aussi. Ah oui. Il faut que chacun sache, avant d'acquérir une parcelle, voilà les procédures qu'il faut suivre, les étapes à travers lesquelles on doit passer. Je crois que cette vulgarisation est très importante. C'est ce que l'administration et la société civile n'ont pas réussi à faire. Et la majorité des lois dans tous les pays africains presque restent dans les tiroirs. Donc finalement, entre celui qui achète un terrain en méconnaissance des procédures et une administration foncière qui n'est pas forte, à qui la faute finalement? La faute est partagée. Je vois que c'est partagé. Parce que dans nos pays francophones, je ne sais pas si c'est la même chose dans les pays anglophones, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc on demande aux populations d'aller vers la loi. Or, normalement, c'est l'administration qui doit aller vers les populations pour les éduquer, les former sur les lois disponibles dans le pays, afin que ces citoyens, maintenant, mettent en application la loi. Donc, pour moi, la faute est un peu partagée. Moi, j'ai écouté beaucoup de citoyens togolais dire, par exemple, qu'ils n'ont pas envie de prendre le risque d'acquérir un terrain parce que les légis fonciers sont monnaie courante. Donc, pour résoudre ce problème, est-ce que vous pensez que un cadre légal correctement formalisé, ça peut contribuer à pacifier les relations sociales autour de la terre? Oui, je pense que le cas de regard est très important dans la résolution des conflits, mais aussi en partant de l'expérience du Rwanda, je pense qu'il y a aussi d'autres mécanismes qui sont même plus efficaces et moins chers. Je pense que, par exemple, les chefs traditionnels peuvent jouer un grand rôle. Chez nous, on n'a pas de chef traditionnel, mais on a des mécanismes à travers lesquels les gens dans un village peuvent faciliter la médiation entre les gens en conflit sans toutefois aller au tribunal. Et ça a résolu beaucoup de cas de conflits. Des fois, je suis aussi ce que nos membres rwandafo exactement utilisent ce mécanisme. Donc, le tribunal, c'est un cadre qui doit être là, mais je dirais que ça doit pas être la première solution, ça doit être la dernière solution. Il faut que, je pense, dans les pays, on ait d'autres mécanismes qui sont approuvés par les communautés, qui peuvent aider à résoudre les conflits fonciers sans toutefois aller au tribunal nécessairement.
Tu sais, Rwanda, des fois, quand vous allez au tribunal, on vous demande même la preuve que vous avez passé par ces mécanismes avant de venir. Et ça, là, ça aide beaucoup la population à sauver. Ça va désengorger aussi la justice. C'est exactement, parce que ça peut prendre des années avant que tu n'aies pas la justice. C'est très cher au tribunal et ces mécanismes-là sont presque gratuits. Donc, je pense qu'il faut aussi encourager ces mécanismes. Il ne faut pas seulement envisager de résoudre tous les problèmes fonciers dans les tribunaux. Monsieur Djinadja, on tend vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il, à la lumière de ce qu'il vient de dire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre en place, de faire un plaidoyer pour la mise en place d'une agence, je ne sais pas comment il faut l'appeler, une agence de conciliation, une agence de règlement à l'amiable du foncier au niveau national, non? Bien, normalement, la structure appelée chefferie traditionnelle existe déjà, et c'est son rôle. Le rôle premier de la chefferie traditionnelle, c'est la conciliation. Mais la loi a prévu ça. Au niveau national, il y aura une agence du domaine, une agence nationale du domaine et du foncier qui sera déconcentrée. Au niveau des communes, il y aura la commission de gestion foncière qui sera désengorgée au niveau village et même au niveau quartier. Donc, ces sections des COGEF, on l'appelle COGEF au niveau mairie, mais au niveau des villages et des quartiers, ça s'appellera des sections. Donc ces sections sont là pour promouvoir ce qu'il a appelé la médiation. Et c'est seulement cette médiation-là qui peut concourir à une gestion des conflits à l'amiable. Tout ceci pour maintenir la cohésion sociale au niveau des communautés à la base et promouvoir le développement. Parce qu'on passe le temps en train de gérer les conflits et on oublie le développement. Mais c'est un modèle qui va marcher peut-être en milieu rural, mais en ville, dans la capitale, est-ce que les chefs coutumiers ont encore cette autorité? Bon, ils ont l'autorité, normalement. Mais dans la pratique, c'est des gens qui ont perdu cette autorité. Et ensuite, en ville, les gens sont beaucoup plus nantis. Alors, eux, c'est facile pour eux de se déplacer vers les tribunaux pour faire travailler les juges aussi. Mais je pense que... Mais comme vous l'avez dit, est-ce que l'étape coutumière ne doit pas être une obligation avant d'aller à la justice? Parce que quels que soient ses moyens... On n'oblige personne, parce que si tu as les moyens, tu prends un avocat et puis l'avocat gère la situation. Mais bon, ils n'ont pas de chef traditionnel. Ils n'ont pas de chef traditionnel, donc... Mais ils ont des mécanismes traditionnels que la justice même interroge. Oui. Donc, c'est possible. On peut toujours revaloriser la chefferie traditionnelle chez nous, ou bien carrément mettre à côté des mécanismes qui impliquent aussi ces chefs traditionnels. Parce que n'oubliez pas, chez nous, c'est les chefs traditionnels qui gèrent plus la terre en régime coutumier. Oui. Donc, c'est tout à fait possible. Et nous arrivons donc à la fin de notre émission. Audace Koubimana, on retient en un mot que les problèmes fonciers ne sont pas une fatalité et que si chaque pays s'organise, on peut trouver une solution à cette bombe à retardement. Exactement. Ça, c'est ce que nous croyons. Les problèmes fonciers qui sont un peu partout sont des problèmes qui peuvent être résolus, à travers la fixation de la gouvernance des pays et du foncier. Merci. Oui. Nous arrivons à la fin de notre émission. Et donc, vous, au niveau national, vous avez constitué un réseau donc, pour accompagner cette question foncière. Vous êtes d'ailleurs même en forum. Oui, on sera en forum lundi, mardi, mercredi. Et l'objectif de ce forum-là, c'est de commencer une certaine vulgarisation de ce code foncier qui a été adopté et promulgué. Donc, on va trouver des experts qui ont travaillé sur ce code, qui vont venir expliquer de façon terre à terre pour que les différents acteurs qui seront invités à ce forum
dont la chefferie traditionnelle, les organisations paysannes, puissent comprendre dans la pratique ce que ce code-là prévoit, afin que lors de la vulgarisation, on puisse passer rapidement ces étapes et ces procédures pour que le paysan qui est dans sa ferme la plus reculée de Lomé ou d'un tribunal de première instance puisse maîtriser les procédures pour entrer dans la jouissance de ses propriétés foncières. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir. Audace Kubimana. Comment on dit au revoir en rwandais? En Rwanda. On a un Kinyarwanda. Ah. Donc notre langue s'appelle Kinyarwanda. Ah, Kinyarwanda. Donc au revoir Kinyarwanda, Murabeho. Merci. Franck, on se dit à bientôt. Oui, Frédéric. Frédéric, pardon. Oui, on se voit. Merci de votre aimable attention. C'est la fin de notre forum. À très bientôt. Une nouvelle édition du journal.